Certains artistes s'élèvent au rang de véritables mythes de par leur carrière exceptionnelle et l'influence qu'ils ont exercée sur la société et leur milieu artistique. Johnny Cash, un homme dont le nom pourrait être inscrit dans un dictionnaire comme synonyme de musique country, est de ceux-ci. Grand amateur de l'homme en noir, Emmanuel Lamontagne est avec nous pour nous dresser un portrait de ce fervent chrétien à l'âme torturée. Salut Emmanuel. Bonjour Simon. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on célèbre l'anniversaire de naissance de Johnny Cash, exactement. le 26 février 1932 à Kingsland. Ouais. C'est une petite ville, je pense, de l'Arkansas aux États-Unis. Exactement. Puis quand même, je peux déjà dire qu'il est décédé le 12 septembre 2003 à 71 ans à Nashville, Ouais. la ville du country par excellence au Tennessee. Capitale du country mondial même, là. Pas qu'américaine. Mais... Alors, toi, tu es quand même un fan de Johnny Cash. Ouais, de musique country en général et de Johnny Cash en particulier, qui est un peu une figure qui transcende justement son style. Un peu, même si vous n'aimez pas la musique country, je pense que tout le monde sait un peu qui est Johnny Cash au même titre, que tout le monde va savoir que Wayne Gretzky est un joueur de hockey ou que Hulk Hogan est un lutteur ou Elvis Presley. Il y a des gens qui transcendent un peu le champ d'intérêt propre, disons, qu'on peut avoir par rapport à leurs disciplines respectives. C'est ça. Puis j'ai pensé faire cette chronique-là parce que, c'était son anniversaire, comme tu disais tout à l'heure hier, mais c'est surtout que ça va être les 20 ans de son décès l'automne prochain. OK. Donc, c'est un peu l'idée en arrière. Puis, sans vendre mes punchs pour la fin de ma chronique, c'est ça. Comme tu disais, Johnny Cash est un chrétien. Il se définissait comme un... C'est moins connu. C'est pas tout le monde qui dit ça. C'est ça. C'est pas tout le monde. C'est pas ses chansons les plus connues non plus, mais il y a beaucoup de chansons où il parle du Christ et de sa foi, surtout en fin de carrière. Donc, c'est un peu ça que je voulais amener là, ici aujourd'hui. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait de l'enfance de cette légende de la musique country? C'est ça. Comme tu disais, il est né dans une petite localité de l'Arkansas, là, Kingsland. Très tôt, à 3 ans seulement, là, en 1935, la famille va s'établir à Dyess, une autre petite localité de l'Arkansas, qui a la particularité d'être une ville qui a été construite par le gouvernement américain dans le cadre du New Deal pour donner des résidences potables, si on veut. Abordables et potables dans des bonnes conditions à des familles pauvres américaines. OK, donc il vient vraiment pas d'un milieu favorisé. Non, il vient vraiment d'un milieu qui était très pauvre. C'était une localité qui était rurale. Puis il va passer, dans le fond, toute son enfance à travailler dans des champs de coton familiaux. Là. À l'âge de 5 ans, Johnny Cash il est déjà au champ, là, comme beaucoup d'autres enfants américains de familles pauvres des régions rurales du Midwest à cette époque-là. Puis dans son autobiographie, là, Johnny Cash, il mentionne beaucoup là, les difficultés économiques de sa famille. Là, puis que tout ça, justement, est à l'origine de son attachement personnel envers les classes ouvrières, envers les gens qui ont peu de moyens, mais aussi envers les reclus en général de la société. Ça, c'est une des choses qui est beaucoup connue. Là. Il a beaucoup travaillé, pas travaillé, mais milité plutôt pour que les prisonniers aient des conditions dignes de détention aux États-Unis. Il a fait des spectacles en prison. Beaucoup. Il a fait un peu là, pour les Premières Nations aussi. Il a pris souvent position en faveur de diverses communautés autochtones. Donc, très sensibilisé aux enjeux de justice sociale. Oui, c'est ça, de par ses origines, là, justement, modestes, que lui a connu la misère un peu. Il s'en est sorti, il a une carrière très fructueuse, il a gagné plusieurs millions par après, mais il s'est toujours souvenu là, des origines modestes, puis de la défense de ces gens-là, que souvent on peut, évidemment, un peu de moyens financiers, mais des fois peu d'éducation aussi, là, par contexte, de prendre défense des opprimés de façon générale. Là. Est-ce qu'on sait s'il lui-même regardait son enfance comme triste et douloureuse? De ce qu'il dit dans son autobiographie, il y a quand même de souvenirs heureux de son enfance, là, notamment du travail au champ. Ce qui est quand même drôle, drôle à dire. Là, j'ai passé mon enfance à travailler, à ramasser du coton. A priori, c'est pas censé être quelque chose de très édifiant, là. Mais lui, il a surtout souvenir des chansons de cette époque-là parce qu'il chantait au chant avec la famille. Puis c'est un de ses grands souvenirs là, d'enfance. Puis c'est là qu'il a été sensibilisé tout d'abord à la musique gospel, mais aussi à la musique traditionnelle irlandaise et écossaise parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants de ces communautés-là. Dans la région où il était. Puis c'est sa mère, d'ailleurs, qui a appris à jouer de la guitare là, à cette époque-là. Puis évidemment, lui vient d'une famille qui était baptiste, donc qui allait à l'église à tous les dimanches. Donc aussi, encore là, tout le gospel américain. Donc tout ce qui est de musique country, gospel,
tradition là, des îles britanniques, un peu. C'est très tôt dans son enfance, là, il a été sensibilisé à toutes ces choses-là. Je l'ai dit tout à l'heure, on le surnomme l'homme en noir. Je me demandais pourquoi, en fait. Ben, ça, il y a deux explications à ça. D'une part, lui a toujours dit qu'il s'habillait en noir par solidarité envers, justement, les classes pauvres et les opprimés. Mais tout ça trouve son origine dans le fait que lui-même, à tous les dimanches, quand il allait à la messe, devait s'habiller en noir. Dans la communauté où est-ce qu'il était, comme je disais, c'était très conservateur. Là. C'était une église baptiste vraiment assez rigoureuse. Puis quand il est venu le temps d'enregistrer son premier album, le seul complet qu'il possédait, c'était son complet de messe pour aller dans sa communauté le dimanche. Fait qu'il a tout simplement mis l'habit le plus chic qu'il y avait, qui était cet habit noir-là. Puis ben, ça a collé. C'est resté par la suite. Donc il a gardé cette habitude-là, un peu comme son fameux I'm Johnny Cash, quand il commençait ses spectacles. Ça a commencé parce qu'au début, il n'était pas connu. Puis il était avec des vedettes qui étaient établies, puis il sentait le besoin de se présenter, puis ça a collé. Donc, c'est ces deux trucs là, qui, à la base, qui font un peu partie du mythe, là, de l'image que tout le monde se fait de Johnny Cash, qui, dès les tout débuts, ont commencé. Là. Autour de la table, je suis curieux. Est-ce que vous êtes des amateurs de Johnny Cash? Je connais pas vraiment. Non? Moi non plus, malheureusement. Bon. The Ring of Ben, c'est Fire. pour ça qu'Emmanuel est là, pour nous le faire connaître, justement. Emmanuel Lamontagne, là, quand on parle de Johnny Cash, sa vie, c'est quand même assez rocambolesque. Il y a beaucoup de morts, de résurrections dans sa vie. C'est une vie tragique, douloureuse. Oui, il y a beaucoup d'épreuves. C'est pas le long fleuve tranquille. T'sais. Autant que c'est une icône du rêve américain parce qu'il part de rien pour devenir ultra connu, célèbre et multimillionnaire, autant il y a plein d'épreuves dans sa vie. Là, sa carrière, là, Johnny Cash, là, pour vous situer dans le temps, comme je dis, il est né en 1932, mais sa carrière décolle vraiment à partir de la fin des années 50. Là. Il va signer son premier contrat avec Columbia Records en 1958. C'est ce contrat-là qui va définitivement le sortir de la pauvreté. À ce moment-là, au moins, d'un point de vue financier, disons, ses ennuis vont être réglés jusqu'à la fin de ses jours, à partir de 1958. Par contre, malgré ce succès-là, ben, c'est aussi à partir de ce moment-là que sa vie va se mettre à déraper plus. Ça arrive souvent. Hein? Oui. La gloire, la richesse. La gloire, la richesse et l'argent et ainsi de suite. Donc, il va développer une dépendance là, multiple, essentiellement aux amphétamines et à l'alcool. Pour les amphétamines, il l'explique en disant que c'est son besoin de performer plusieurs fois par jour. Donc, une espèce d'apport énergétique. Okay. Faites pas ça là, à la maison pour les gens qui nous écoutent. Comme la cocaïne de l'époque. Si vous travaillez trop, c'est pas une bonne idée de prendre des amphétamines ou de la cocaïne pour améliorer son performance, mais disons, à court terme, ça fonctionne. On peut le dire comme ça, malgré des effets très néfastes qui sur votre santé, sur votre environnement surtout. Là, j'ai pas besoin de vous convaincre personne de ne pas prendre de drogue, je pense. Mais en tout cas, lui a pris cette voie-là. Comme beaucoup de gens là, qui connaissent un succès rapide, puis bon... il rentre là-dedans, puis évidemment, ben, il est devenu accro de ça, s'est rendu compte assez vite, merci, que c'était un problème. Puis bon, ben évidemment, à cette époque-là, sa vie va pas bien. Ça va causer un divorce, sa dépendance. Donc son premier mariage va prendre fin essentiellement à cause de ses problèmes de consommation. Il va être arrêté par les autorités policières. Il y a des photos très connues, là, le mugshot, en bon français, de Johnny Cash en prison. Quand il est arrêté, en tout cas, il y a un paquet de problèmes qui s'ensuit là, avec ça, jusqu'à ce que, justement, ça le mène à une tentative de suicide. Okay. Même en 1968, parce qu'il est plus capable. Il est vraiment plus capable. Il se sent au bout du rouleau. Il est complètement déprimé, puis pris dans ses problèmes, ne voit pas de façon de s'en sortir. Puis il affirme que, encore une fois, dans son autobiographie, que c'est au moment où est-ce qu'il vient pour se suicider qu'il va renouer avec sa foi le plus, parce que c'est avant de commettre le geste qu'il sent le souffle de Dieu. C'est de la façon que lui le décrit, qui le pousse à reprendre sa vie en main, justement, de changer de direction, de retourner peut-être à des racines là, plus qu'il avait connues dans son enfance, là, quand il fréquentait l'église avec ses parents. Donc, lui, il a toujours décrit ça comme une seconde naissance. Donc, dans tous les mouvements protestants, le born-again Christian, là, qui est
Voulais-tu... c'est ça que j'avais demandé. Oui, c'est ça. Lui, il l'a toujours décrit Mais ce qu'il raconte, c'est parce qu'il aurait crié vers Dieu dans son désespoir, des choses comme ça. C'est ça qu'il a senti la présence. Et il dit dans une de ses chansons, là, il en parle de ça. Je vais venir, en fin de chronique, là, je vais mentionner quelques-unes des thématiques là, de ses chansons, mais ça, c'est une des choses là, qui dit, qui a entendu Dieu lui dire John, go do my will. Là, va faire mon... Fais mon ouvrage, là, de ma volonté, d'aller faire la volonté divine. Donc, est-ce qu'après être born again, il est devenu clean, puis tout s'est mis à bien aller? Pas en 1968. Non. Ça a été long. La conversion est un processus pas magique. permanent. Non, mais il y a presque une trentaine d'années qui s'écoulent à ce moment-là. Il va arrêter de consommer définitivement, parce qu'il y a plusieurs moments d'arrêt de rechute. On peut imaginer, oui. Définitivement, c'est 1992. Okay. Il va arrêter de tout. Fait quand même presque 30 ans plus tard, qu'il va arrêter de consommer complètement toute substance, là, alcool ou drogue. De ce que j'en ai compris en lisant son autobiographie, l'alcool a duré pas mal plus longtemps que la drogue pour le reste. Mais c'est ça. Il a toujours dit lui-même qu'il était un chrétien tiraillé par la multitude. Donc, la multitude de démons là, intérieurs et de péchés, de mauvaises habitudes de vie. Là. C'est toujours décrit comme ça jusqu'à la toute fin. Puis que c'est un combat de chaque instant. Ce qui est fréquent là, avec les gens qui ont des dépendances, là, vont dire on reste un alcoolique toute sa vie, là, par exemple. Moi, j'ai des oncles qui me disaient ça. Là, on reste un alcoolique toute sa vie. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que ça en fait une figure qui est attachante dans un certain sens, parce que c'est assez facile de se reconnaître dans une vie comme la sienne. On a tous un peu, à divers égards, là, des démons avec lesquels on va lutter. Puis, est-ce qu'il a fait de la musique toute sa vie? Est-ce qu'après être devenu sobre, ça a affecté sa créativité? Il a fait de la musique toute sa vie. Là. Il a enregistré le clip Earth, je pense que c'est 3 mois avant son décès. OK. Qui a enregistré son dernier. Puis, bon, après ça, pour des raisons de santé, il en a pas refait, mais là, vraiment jusqu'à la toute fin. Il a toujours fait de la musique. Mais justement, Emmanuel, là, il nous reste 2 minutes. J'aimerais savoir comment est-ce que sa conversion a marqué son œuvre ensuite, par la suite? Ben c'est ça, c'est que les albums, à partir des années 2000, puis à partir, en fait, on pourrait même dire mi-90, là, quand il devient complètement sobre, là, il y a un virage là, où les thématiques... Évidemment, les thématiques country traditionnelles vont toujours rester à travers, là, mais les thématiques religieuses vont prendre de plus en plus d'espace. C'est toute la question de sa foi, de son espérance en rédemption, mais aussi tout ce qui a trait... Avec l'âge aussi, il parlait plus souvent de la mort, de la souffrance, de ces choses-là dans ces thématiques-là. Je peux vous donner là, justement quelques titres qu'on pourrait aller écouter, peut-être. C'est ça. Il y a la chanson Ain't No Grave qui parle de la résurrection des corps, l'Apocalypse. The Man Comes Around, encore une fois, l'Apocalypse, mais plus en langue la seconde venue du Christ sur terre, du jugement dernier. God's gonna cut you down. Ça, c'est plutôt sur la nécessité, justement, de se réformer, de prendre sa vie en main, de changer ses comportements. Puis c'est dans celle-là là, que je disais là, qu'il avait mis là, ce qu'il a entendu là, au moment de sa tentative de suicide, là, John, go do my will. Sinon, il y a des chansons là, comme Redemption qui parle du sacrifice du Christ sur la croix. Ça, c'est personnellement ma chanson du Vendredi Saint. Celle-là, à chaque année, c'est une obligation. Donc, c'est ça. Puis, il parle aussi là, du paradis, de l'avenir, la vie chrétienne, dans d'autres, comme The Redemption Day, à ne pas confondre avec Redemption. Ça, c'est plutôt sur le paradis à venir. Donc, il y a un paquet de thématiques là, chrétiennes comme ça, qui, au fil de ses chansons, plus dans ses derniers albums que dans les premiers. En terminant, j'aimerais savoir une question plus personnelle. Ouais, comment est-ce que peut-être il y a eu un impact dans ton propre cheminement ou dans ta vie? Est-ce qu'il y en a un? Ben, je te dirais que ça m'a permis de découvrir justement plus le côté protestant de la foi. Justement, de l'idée de born again, puis de centrer sur le sacrifice, sur la croix. C'est drôle à dire, mais c'est ces paroles de chansons qui m'ont amené à lire sur la vision protestante dans le christianisme. Là. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a un impact sur ma vie personnelle. Puis évidemment, ironiquement, il a accompagné beaucoup de soirées avec du bourbon et des feux de foyer, mais l'ironie
L'ironie de la chose, peut-être nous rappeler de ne pas trop en prendre. Quand tu vas pas vers les amphétamines, ça va. C'est ça, de ne pas aller trop vers l'alcool. Qu'il y a toujours de l'espérance, que la rédemption est proche. D'arrêter d'en prendre, exactement. Bon, Emmanuel Lamontagne, je pense qu'on connaît, ça va être quoi ta résolution de carême? Oui, exactement. Merci beaucoup pour cette chronique sur Johnny Cash, tes chroniqueurs réguliers à On n'est pas du monde. Merci et bonne continuation de carême. Merci.